la pluie, We're gonna get our airplane watched. la grêle, I don't know how we get through here, Bill. We're down. We're sliding. le vent. On the brakes. En un éclair, He's gonna crash! le mauvais temps peut transformer un vol de routine en une terrible lutte pour la vie. Les pilotes ont fait de leur mieux pour redresser l'appareil. Mais ça n'a pas marché. Des informations précises et des équipements performants peuvent sauver des vies. All four engines have failed! Dans l'incessante bataille que se livrent Dame Nature et les avions qui sillonnent le ciel. Brace for impact! Au début du mois de décembre, une violente tempête hivernale s'abat sur l'est des États-Unis. C'est une situation météorologique intéressante pour cette période-ci de l'année. On reçoit un mélange de précipitations sur l'est des États-Unis. Pour la plupart des gens, les conditions hivernales sont un léger inconvénient, sans plus. Mais le mauvais temps peut s'avérer fatal pour les passagers aériens. A Continental Airlines commuter plane with 48 people aboard crashed into a home in suburban Buffalo. No survivors. One person on the ground also killed. The plane was en route from Newark to Buffalo. It was raining with some sleet at the time. Les gens prennent des décisions de vie ou de mort tous les jours en fonction du temps qu'il fait. Ils se demandent par exemple, est-ce prudent de décoller aujourd'hui? Et une fois dans le ciel, les pilotes n'ont parfois que 5 minutes pour prendre une décision cruciale pour leur propre sécurité et celle de leurs passagers. Ce jour-là, les vols de New York à Houston sont retardés ou annulés. Des milliers de voyageurs voient leurs plans chamboulés. Ce sont les météorologues à l'œuvre dans cette pièce qui ont décidé qu'il était dangereux de voler dans de telles conditions. On a la responsabilité d'assurer la sécurité des passagers aériens. Le premier système de défense des pilotes contre les intempéries se trouve ici, au Centre météorologique de l'aviation, un organisme fédéral situé à Kansas City, au Missouri. 24 heures sur 24, ces météorologues sont à l'affût de tempêtes qui pourraient causer une catastrophe aérienne aux États-Unis. Celle qu'ils surveillent aujourd'hui présente un tel risque. Il faut garder l'œil ouvert, parce que ça peut éclater à tout moment. Les orages constituent une redoutable menace pour les pilotes. Ils sont formés d'énormes nuages, souvent trop hauts pour être survolés, et traverser ces cellules orageuses peut s'avérer périlleux. Aucun pilote n'a envie de voler dans un orage. La foudre éclate, la grêle peut endommager l'avion, et dans des cas extrêmes, les précipitations peuvent être suffisamment abondantes pour éteindre un moteur. Les météorologues du centre sont conscients du danger des orages. Un terrible écrasement d'avions leur a fourni de précieux renseignements. Le 4 avril 1977. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I see your boarding? Le vol 242 de Southern Airways s'envole pour Atlanta, en Géorgie. Just down the aisle on the right, sir. Enjoy your flight. Thank you. Boarding pass? Le temps est souvent très humide et très chaud dans le sud-est des États-Unis. C'est un climat propice aux orages. Il pleuvait à Huntsville et on nous a dit de ne pas servir les passagers à cause du mauvais temps. Le vol entre Huntsville et Atlanta est très court et on était ravis de ne pas offrir ce service. Les répartiteurs des compagnies aériennes fournissent des renseignements météorologiques à l'équipage avant le décollage. Looks like you guys got a good one coming. Sure thing. Have a good one. Ces renseignements dataient déjà de 2 heures. Ils n'étaient pas à jour. J'étais un peu surpris qu'on décolle. J'étais sûr qu'on attendrait un moment au bout de la piste, parce que les conditions météo étaient très mauvaises. Mais aussitôt arrivé sur la piste, on a décollé.
Les pilotes viennent à peine de décoller quand ils reçoivent un sérieux avertissement météorologique des contrôleurs aériens. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation. Starting about 5 miles ahead. Okay, we're in the rain right now. It doesn't look much heavier than what we're in right now, does it? En 1977, les pilotes dépendaient davantage de leur propre expertise que du contrôle de la circulation aérienne. Dans le cas du vol 242, ils disposaient d'un radar météorologique de bord. I can't read that. Just looks like rain, Bill. What do you think? There's a hole. There's a hole right there. That's all I see. Les pilotes se servent de leur radar pour éviter le mauvais temps. Ils restent à l'écart des zones illuminées sur leur écran. Coming over, we had pretty good radar. I believe right straight ahead. There. The next few miles is probably the best way we can go. En se fiant à leur écran radar et à ce qu'ils voyaient par les hublots, ils ont pris ce qu'ils croyaient être la meilleure décision pour voler dans ces conditions météo. Les pilotes du vol 242 de Southern Airways tentent de contourner la tempête, mais ils se retrouvent devant un mur de cellules orageuses. It looks heavy. Nothing's going through that. L'avion fonce tout droit dans la tempête. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Contrairement à ce que les pilotes croyaient avoir vu sur leur radar, ils sont au cœur de l'orage. I think we can cut across there. La grêle faisait un vacarme d'enfer. J'avais l'impression d'être dans un tonneau de métal sur lequel on lançait des roches. Le DC-9 s'enfonce dans la tempête. Which way do we cross here or go out? I don't know how we get through here, Bill. D'énormes grêlons s'abattent sur l'avion. You're just gonna have to go out. Yeah, right across that bed. All clear left, approximately right now. Les pilotes tentent d'échapper à la tempête. Ils se servent de leur radar pour les guider. I think we can cut across there. Mais leur radar les induit en erreur. Ce qu'ils prennent pour une brèche est en fait la zone la plus intense de l'orage. Les pilotes de Southern Airways 242 se sont retrouvés dans un environnement où plusieurs orages s'étaient rassemblés pour former ce qu'on appelle une ligne de grains. C'est un groupe d'orages qui se déplace rapidement. Le système météorologique bougeait très vite, ce qui a engendré non seulement des tornades, mais aussi des vents forts et de la grêle. Okay, 242, we just got our windshield busted. We'll try to get it back up to 15. We're at 14. Quand j'ai regardé l'avant du moteur gauche, j'ai vu que la grêle bosselait de plus en plus le capot moteur. Et elle entrait même dans le cône, au centre du moteur. Il s'est mis à tout sauter, en menaçant de s'éteindre. Un torrent de grêle et d'eau inonde les moteurs du DC-9. Il bloque le passage de l'air et provoque le bris des réacteurs. Left engine won't spool. Our left engine just cut out. You say you lost an engine and busted a windshield? Yes, sir. My God. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines. Dans les minutes qui suivent, se produit l'un des plus terribles écrasements de l'histoire de l'aviation, qui entraînera une refonte en profondeur de la procédure en matière de prévision météorologique. Brace for impact! Got the other engine going too. Dans le ciel de la Géorgie, le vol 242 de Southern Airways est en détresse. We lost both engines. Le DC-9 est un planeur. Il perd 17 mètres d'altitude par seconde. Il se trouvait à 4300 mètres. Ça ne leur laissait que très peu de temps. J'ai compris que l'heure était grave et que je risquais de mourir. Mais j'ai décidé de tout faire pour sauver ma peau. L'avion émerge de la tempête avec ses deux moteurs éteints. Get those engines started. Billy, you have to find me a highway. Let's get the next clear open field. No, Bill.
Flaps. They're down to 50. Incapable de redémarrer les moteurs, Lyman Keel se prépare à atterrir sur l'autoroute 92 de la Géorgie en planant. I'm gonna land right over that guy. There's a car ahead. I got it. I got it now. I got it. Brace for impact! L'appareil se pose sur l'autoroute qui traverse la ville de New Hope, en Géorgie. Avant que l'avion s'immobilise complètement, les flammes ont envahi la cabine des passagers. L'avion fauche un poteau de ligne de transmission et termine sa course dans une station-service. Quand j'ai repris connaissance, le chaos était indescriptible. J'ai vu un rayon de lumière et je me suis dit, j'y vais coûte que coûte. J'ai d'abord vu une lumière rouge comme du feu par la fenêtre. C'est là que j'ai vu ce qui était arrivé. J'ai vu de la fumée, des flammes. Et des gens qui venaient vers moi. Ils ne criaient pas, ils étaient silencieux. Je suis retournée à la cuisine et ils m'ont suivi. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison. J'imagine que ça les rassurait et ils avaient besoin d'aide. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je regardais les arbres et les morceaux de l'épave brûlés. C'était complètement surréaliste. 22 passagers survivent à l'écrasement du vol 242. Il y a 72 victimes. Southern Flight 242 crashed after the DC-9 jet lost power in both engines. La tragédie du vol 242 aurait pu être évitée si l'équipage avait disposé de renseignements météorologiques à jour à Huntsville et s'il avait su que les orages allaient se rassembler à cet endroit, il aurait probablement choisi une autre route ou encore, il serait tout simplement resté à Huntsville. Force est de constater l'importance de la précision des renseignements météorologiques. Après l'enquête sur l'écrasement du vol 242 de Southern Airways en 1977, le NTSB a émis 2 recommandations. La première consistait à améliorer la précision de l'information relative aux orages, et la seconde, à embaucher un météorologue dans chaque centre de contrôle de la circulation aérienne. En l'espace d'1 an, cette mesure a été mise en place. À l'époque de la tragédie de Southern Airways, le centre météorologique émettait des bulletins aux 4 heures. Aux États-Unis, c'est un intervalle trop long pour se tenir au courant du développement rapide des orages. On nous a donc recommandé de communiquer avec les contrôleurs et les pilotes en vol une fois l'heure, ce qu'on fait depuis. Et si les conditions météo se dégradent rapidement, les communications peuvent être plus fréquentes. À la suite de ce terrible écrasement, le Centre météorologique a créé un nouveau poste. Un météorologue scrute le ciel des États-Unis à l'affût du moindre orage. La tempête hivernale qui sévit aujourd'hui promet de lui donner du fil à retordre. En cette journée de décembre, les prévisionnistes du Centre météorologique de l'aviation sont fort occupés à suivre les orages qui ont touché Atlanta et qui poursuivent leur course. En plus de diffuser des bulletins météo, les météorologues ont d'autres tâches cruciales à remplir. Quand le temps présente un risque, ils doivent fermer des zones entières de l'espace aérien. C'est alors qu'ils émettent des avertissements appelés SIGMET, ou messages de renseignement météorologique. Il s'agit de prévenir les pilotes pour qu'ils évitent le mauvais temps. Les orages d'aujourd'hui sont si violents que les météorologues déclarent plusieurs zones interdites aux avions.
On a fermé une vaste zone qui s'étend de Norfolk jusqu'à la côte de la Géorgie en raison d'orages violents. Émettre un SIGMET est simple. Les météorologues mettent en évidence les régions que les avions doivent éviter sur leurs ordinateurs. L'information est transmise aux répartiteurs, aux contrôleurs aériens et aux pilotes à travers tout le pays, et les avions dévient immédiatement de leur route. Certains avions voient leur itinéraire complètement révisé, tandis que ceux déjà dans la zone contournent prudemment les cellules orageuses. Le SIGMET émis par le Centre météorologique de l'aviation perturbe des centaines de vols le long de la côte Est. Une fois le message reçu, les pilotes doivent trouver un moyen d'éviter la zone dangereuse, et il ne s'agit plus seulement d'une suggestion. Les pilotes sont légalement tenus de respecter notre interdiction. Ils n'ont pas le droit de voler dans l'espace aérien visé par le SIGMET. L'émission d'un SIGMET a de lourdes conséquences. Quand on ferme un espace aussi vaste que la Géorgie, par exemple, le trafic aérien s'en trouve gravement perturbé. La FAA et les centres de contrôle de la circulation aérienne doivent décider comment modifier les trajets des avions. Des centaines de vols peuvent circuler aux abords de l'espace aérien touché au cours des 4 ou 6 heures qui suivent. Les avions peuvent contourner la région visée par un SIGMET, mais le temps de vol est plus long, ce qui entraîne des frais supplémentaires de carburant pour les compagnies aériennes. L'autre option consiste à clouer les avions au sol jusqu'à la levée du SIGMET. S'ils renforcent la sécurité dans le ciel, les SIGMET sont néanmoins de véritables casse-têtes pour les compagnies aériennes et les contrôleurs. Il y a en moyenne 7 à 8 000 avions à guider simultanément. Alors, quand on ferme de vastes zones de l'espace aérien, comme on le fait en cas de gros orages, les contrôleurs ont très peu de marge de manœuvre pour détourner le trafic. La technologie permet aux météorologues de tenir les avions à l'écart du mauvais temps. Mais en aviation, les intempéries les plus dangereuses sont parfois invisibles. Le 2 août 1985. 10-degree flaps, please. Le vol 191 de Delta Airlines se dirige vers l'aéroport Fort Worth de Dallas. Contact departure when airborne. La chaleur torride du Texas provoque des orages en après-midi. Plus les conditions se dégradent, plus le trafic est ralenti à l'aéroport. We're gonna get our airplane washed. What? We're gonna get our airplane washed. Nothing seemed unusual. Il n'y avait rien de spécial, sauf qu'on commençait à être débordé. Les avions faisaient la queue. Tower, Delta 191 Heavy, out here in the rain. Feels good. 191 Heavy. We're not getting any bad. On n'a pas reçu d'alerte du centre météorologique ou de pilotes en vol, qui ont l'habitude de nous prévenir. Les pilotes du vol 191 de Delta se préparent à atterrir quand la pluie se met à tomber de plus belle. Plus on approchait de l'aéroport Dallas-Fort Worth, plus la tempête faisait rage. On fonçait vers l'orage au lieu de le contourner. À l'entrée de la piste se trouve l'un des plus redoutables nuages orageux. Before landing check. Landing gear. Down, 3 green. À l'époque, le type d'orage que l'équipage du vol de Delta allait affronter est encore largement méconnu. John McCarthy est l'une des sommités mondiales en la matière. Sur le plan météorologique, c'est tout petit comparé à un gros orage violent, à une tempête de neige ou à un ouragan. C'est gros comme une aiguille dans une botte de foin. L'aiguille en question est une micro-rafale, un phénomène météorologique extrêmement dangereux et encore inexpliqué à l'époque. Les micro-rafales ont déjà provoqué l'écrasement d'avions par le passé. Mais quand le vol 191 de Delta fait son approche, aucun système d'alerte n'est capable de prévenir les pilotes du danger qui les menace. Avant 1985, les radars à bord des avions étaient conçus pour détecter les orages, qui sont essentiellement des zones de forte précipitation. Ils n'étaient pas efficaces pour détecter les micro-rafales parce qu'ils n'avaient pas été conçus pour ça. Si vous faites couler l'eau du robinet dans l'évier et qu'elle descend en jet avant d'éclabousser dans toutes les directions,
Vous avez un exemple de micro-rafale. C'est un phénomène extrêmement dangereux pour un avion qui est en vol. Quand un avion traverse une micro-rafale, il rencontre toute une série de conditions complexes et extrêmes. Des courants descendants et des vents arrière secouent l'appareil. Le mélange est explosif. Les micro-rafales ne dépassent pas 3 km de diamètre et ne durent pas plus de 15 minutes. La fenêtre est étroite en matière d'espace et de temps. Les probabilités de rencontrer une micro-rafale sont donc faibles. Peu avant de toucher la piste, le vol 191 de Delta entre dans la micro-rafale. We're gonna lose it all of a sudden. There it is. Push it up. Push it way up. Way up. Way up. Way up. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité très serrée. On aurait entendu voler une mouche. Personne ne bronchait. Hang on to the son of... He's gonna crash! Damn it! Les pilotes ont fait de leur mieux pour redresser l'appareil, mais ça n'a pas marché. Je l'ai vu à la toute dernière milliseconde. Il a fini son embardé dans le réservoir. Ce n'était pas une boule de feu, mais un mur de feu. J'ai eu l'impression que ça durait quelques secondes, 5 secondes à peine, mais je ne le sais pas. Le temps s'est arrêté. Tout à coup, j'ai ouvert les yeux et il n'y avait plus rien. C'était l'hécatombe. On voyait l'étendue du désastre. L'avion était littéralement coupé en deux. Les gens étaient éparpillés par terre. Certains avaient les vêtements déchirés, d'autres étaient brûlés. L'écrasement du vol 191 de Delta ne laisse que 27 survivants. 137 personnes ont péri. Après l'écrasement du vol 191, l'autorité responsable de l'aviation civile, la FAA, s'empresse de développer une technologie pour empêcher les micro-rafales de faire davantage de victimes. S'il y a une catastrophe aérienne dont on a pu tirer des leçons pour renforcer la sécurité des passagers, c'est bien l'écrasement du vol 191 de Delta. Et l'une des leçons les plus importantes a été de constater que la technologie de l'époque n'était tout simplement pas assez avancée. On a découvert que le radar Doppler, qui est au sol, est extrêmement efficace pour détecter les micro-rafales. Contrairement aux radars météorologiques utilisés à l'époque de l'écrasement du vol 191, les radars Doppler peuvent également détecter la direction des vents au cœur de la tempête. Quand on regarde à travers un radar Doppler, on voit qu'il émet des faisceaux et qu'il en capte. Si les signaux sont faibles, c'est sans aucun doute une micro-rafale. Ça ne peut pas être autre chose. Les micro-rafales ont ce qu'on appelle une signature sans équivoque. On ne peut pas se tromper. Quand l'équipement Doppler d'un aéroport détecte une micro-rafale, les contrôleurs reçoivent une alerte qu'ils transmettent aux pilotes qui sont dans leur phase d'approche. Flight 236, microburst alert. 50 knot loss. 1 mile final. Après la tragédie du vol de Delta, des radars météorologiques Doppler terminaux sont installés dans les aéroports à travers les États-Unis. Dallas-Fort Worth est l'un des premiers à le mettre en service. Mais la technologie n'est qu'un maillon de la chaîne. Parfois, même si les pilotes disposent d'informations pertinentes, ils prennent des décisions catastrophiques. There's your big wad diddly. Yeah, we gotta get over there real quick. Cette journée de décembre est interminable pour des milliers de passagers aériens à travers l'Amérique du Nord. Une tempête hivernale se déplace au-dessus du nord-est des États-Unis.
Les prévisionnistes du Centre météorologique de l'aviation ont fermé une vaste zone de l'espace aérien. Des centaines d'avions sont cloués au sol ou forcés de contourner la tempête. Mais une fois l'espace aérien fermé, la tension ne se relâche pas pour autant. Même si des orages se développent et prennent de la vigueur, il ne faut pas négliger les autres dangers comme le givrage, la turbulence ou même les vents forts de surface et le cisaillement du vent à basse altitude. Les météorologues du centre expliquent aux pilotes comment éviter le mauvais temps qui s'en vient. Mais malgré ces directives, certaines décisions des pilotes peuvent mener au désastre. 1er juin 1999. Le vol 1420 d'American Airlines est retardé à cause du mauvais temps. Dispatch, please. Yeah, it's Michael Arago. Il doit s'envoler pour l'Arkansas, mais des orages frappent l'aéroport international de Little Rock. Les pilotes du vol 1420 ont reçu des instructions de la part du service de répartition au sujet des tempêtes qui faisaient rage entre Dallas et Little Rock. On les avait également prévenus qu'en raison de la grande vitesse de déplacement du système météorologique, ils allaient entrer dans une zone qu'on appelait la salle de quilles. Après 2 heures de retard, les pilotes décident malgré tout de décoller. Ils se hâtent pour rejoindre une brèche dans le système orageux. Whoa, looks like it's moving this way, though. Yeah. Just some lightning straight ahead. I think we're gonna be okay, though. Right there. Yep, right down the bowling alley. S'ils n'y arrivent pas à temps, ils devront changer leur route et atterrir ailleurs, ou encore se poser dans des conditions très difficiles. Ils étaient au courant qu'ils devaient rejoindre cette zone d'accalmie le plus vite possible, parce qu'ils risquaient de manquer de temps. Mais tandis qu'ils approchent de l'aéroport, le temps se gâte davantage. American 1420, it appears we have a second part of this storm moving through. The wind now is 340 at 16, gusts 34. Okay, did you notice something? Did you see the airport there? Where? There, okay, right. You're on a base for it, okay? It's right there. Well, I'm on a base now? It's like a dog leg. We're coming in, and there it is, right there. I lost it. I don't see how we can maintain visual. L'avion tanguait. Il était très instable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai su qu'on aurait de gros ennuis. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Une déclaration du commandant captée par l'enregistreur de conversation était révélatrice. See, I hate droning around visual at night and weather without having any clue where we are. On a su qu'ils n'avaient pas conscience de la situation. Ils ne se rendaient pas compte de l'intensité de la tempête. American 1420. Right now we have heavy rain on the airport. I don't have new weather for you, but visibility is less than a mile. And the runway 48 RVR is 3000. Au moment où les pilotes du vol 1420 d'American Airlines tentent d'atterrir, la visibilité est pratiquement nulle. The wind's now 350 at 30, gusts 45. Can we land? 030 at 45, American 1420. 3,000 RVR, we can't land on that. No, 3,000 if what you do look we at... need? No, it's 2,400 RVR. Okay, right. Yeah, we're fine. Le niveau de stress d'un pilote augmente au beau milieu d'un orage, parce qu'il a plusieurs décisions à prendre dans un délai très court. 15. Landing gear down. Les pilotes pourraient atterrir dans un aérodrome de dégagement, mais ils décident de se poser à Little Rock. Les contrôleurs aériens ont détecté la présence d'un dangereux vent de côté sur la piste.
Wind shear alert. Center field wind 350 at 32. Gusts 4-5. North boundary wind 310 at 29. Northeast boundary wind 320 at 32. 1,000 feet. 20. 40-40 land. This is a can of worms. Wind is 330 at 28. I'm gonna stay above it a little. There's a runway off to your right. You got it? No. I got the runway in sight. You're right on course. I got it. Stay where you are. I got it. Wind 330 at 23. Damn, we're off course. No, I can't see it. Way off. I can't see anything. Got it? Got it! Avec les vents qui soufflent sur l'aéroport et la piste inondée de pluie, les pilotes font leur approche finale. 40. 30. 20. 10. We're down. We're sliding. Oh no. Ils perdent la maîtrise de l'avion qui dévale la piste. On the brakes. Help me! Other one. Other one. Other one. L'avion s'écrase contre plusieurs poteaux d'acier en bout de piste. Il n'était pas question que je meure dans cet avion. Je suis sorti de là en 10 secondes. C'était comme à la guerre. Vite, vite, vite! Mais tous n'ont pas la même chance. 11 personnes perdent la vie dans l'écrasement du vol 1420 d'American Airlines, dont le commandant de bord, Richard Bushman. Est-ce qu'ils étaient vraiment conscients du danger? La question était au cœur de notre enquête. Ils ont choisi de voler dans des conditions qui mettaient leur sécurité en jeu. Le Conseil national de la sécurité des transports en vient à la conclusion que la décision des pilotes d'atterrir à l'aéroport de Little Rock est la principale cause de l'accident. Le jour de l'écrasement, les pilotes du vol 1420 ont dû se fier aux contrôleurs pour connaître les conditions qui prévalaient sur la piste d'atterrissage. Au Centre météorologique de l'aviation, les météorologues veulent se débarrasser de cet intermédiaire. On peut fournir aux pilotes un portrait de la situation à l'intérieur même du poste de pilotage. Ils peuvent piloter en se fiant à ces images au lieu d'interpréter ce qu'ils entendent par communication radio. Ils voient les dangers à l'écran, ce qui leur permet de prendre des décisions rapides et éclairées sans essayer de décoder où se trouve la menace et quelle est leur position par rapport à cette menace. Le processus de décision est plus performant. Tout au long de la journée, les météorologues ont surveillé un groupe d'orages violents dans le sud des États-Unis. Le temps semble s'apaiser. Ils commencent à rouvrir l'espace aérien qu'ils avaient fermé. La circulation aérienne reprend peu à peu son cours normal, mais les météorologues ont une nouvelle menace à l'œil. Il ne s'agit pas d'un orage, mais ses conséquences peuvent s'avérer tout aussi meurtrières. Un volcan est en éruption au sud des États-Unis. Les avions doivent éviter de voler dans les nuages de cendres. Nolan Duke surveille les conditions météo dans le golfe du Mexique. Voici le volcan Soufrière Hills, près de Antigua et des îles du Vent, au sud-est de Porto Rico. Il crachait sa fumée. Le volcan Soufrière Hills est en activité depuis une semaine. Le nuage de cendres volcaniques constitue une menace redoutable pour les pilotes qui s'aventureraient à le traverser. Le Centre météorologique de l'aviation a émis un sigmètre pour tenir les avions à l'écart du panache de cendres. Contrairement aux cendres qui s'élèvent d'une cheminée ou d'un feu de forêt, les cendres d'un volcan sont beaucoup plus denses. Ce sont de fines particules de roches solides et de minéraux.
Mais cette fine poussière est suffisamment dense pour freiner un avion de 300 tonnes. Le 24 juin 1982, les effets dévastateurs d'un nuage de cendres prennent l'équipage d'un appareil de British Airways par surprise. Barry et moi étions aux commandes. Il faisait nuit noire, bien sûr. On s'est mis à voir des raies de lumière devant nous. Le volcan Galunggung, sur l'île de Java, est entré en éruption, mais les pilotes n'ont reçu aucun avertissement. En traversant le nuage, le 747 entre en contact avec la poussière de cendres volcaniques qui se trouve sur son passage. La friction crée un rayonnement lumineux dans le pare-brise. Comme c'est un environnement extrêmement sec là-haut, cette friction provoque des décharges électriques lumineuses, qu'on appelle le feu Saint-Elme. Mais les pilotes n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Ce spectacle de lumière, si l'on peut dire, s'est intensifié et finalement, on avait sous les yeux un rideau de lumière blanche scintillante au lieu du pare-brise. Les passagers remarquent également un étrange halo autour des turboréacteurs. De la fumée commence à envahir la cabine. Des cendres volcaniques se sont infiltrées dans le système de ventilation de l'avion. Avec la poussière de cendres dans la cabine et l'avion embrasé, le nuage volcanique se fait terriblement menaçant. La cendre a éteint l'un des 4 réacteurs de l'avion. D'énormes flammes sortaient à l'arrière des moteurs, 5 ou 6 mètres de long. Certains disent même plus de 10 mètres. Number 2, engine's gone. All right then, begin the engine shutdown. No, wait! They've all gone. All 4 engines have failed. The other 3 just went out. Les 3 autres moteurs se sont presque aussitôt éteints. La situation était critique. En l'espace d'1 minute et demie, les 4 moteurs ont cessé de fonctionner. Le 747 n'a soudainement plus de puissance. Il menace de s'abîmer en mer. L'équipage s'affaire au redémarrage des moteurs, mais la cendre volcanique les en empêche. La température dans la chambre de combustion, où les cendres s'étaient infiltrées, atteint 2000 degrés Celsius. Or, on sait que la cendre volcanique fond à 1300 ou 1400 degrés. La cendre volcanique se transforme en matière visqueuse à l'intérieur des turboréacteurs, ce qui bloque le passage de l'air. Voilà ce qui provoque le pompage et l'extinction des moteurs. La circulation d'air dans les moteurs a été grandement perturbée. Ils ont connu des ratés avant de s'éteindre. C'est ce qui a causé tous les problèmes. Roger, declare emergency. Mayday, 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 Speedbird 9. We have lost all 4 engines out of 370. À une altitude de 10 670 mètres, les pilotes ont moins de 30 minutes avant que leur appareil ne s'écrase en mer. All right, begin restart drill. Set. Battery. Check. On. La procédure de redémarrage standard prend 3 minutes à effectuer. Anything. No. Again. All right then, from the top. Battery. L'équipage aura moins de 10 tentatives pour démarrer les moteurs. Fire switch. In. L'extinction des 4 turboréacteurs du vol 009 de British Airways n'est pas sans conséquence à l'intérieur de la cabine. Les moteurs permettent notamment de réguler la pression de l'air. Sans eux, la pression chute et les passagers ont du mal à respirer. Breathe normally, but not deeply. Standby power. Open. Crossfeed valve. In. Fire switch. Closed.
La procédure de redémarrage ne donnait rien malgré tous nos efforts. Mais c'était notre seul espoir, alors on a continué. From the top again. Battery, check, on. Standby ignition on. Start lever on. All right, are we getting something? It's not starting. Je savais que c'était extrêmement difficile d'amérir, même dans les meilleures circonstances. Et on se trouvait dans les pires circonstances qui soient. Je ne m'étais jamais posé sur l'eau. Well, anything? No. All right then, from the top again. Battery. Il ne nous restait pratiquement aucune chance de redémarrer les moteurs avant de toucher l'océan parce qu'il nous était impossible de traverser les montagnes sur la côte sud de Java. Seulement 3700 mètres séparent le vol 009 de British Airways de l'océan quand le moteur numéro 4 rugit. Engine 4, back online. On a entendu le bruit que fait un moteur Rolls-Royce au démarrage. C'est un grondement sourd. C'était tout simplement merveilleux. Le verre était à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. On avait une chance de s'en sortir. Je vous promets qu'on aurait traîné cet avion sur toute l'île de Java, tous les trois. Thrust lever, closed. Start lever, cut off. Fuel pressure. Available. Standby ignition on. Start lever on. Engine 3, back online. I can't believe it. Engines 1 and 2, both back online. Dès que l'avion est sorti du nuage de cendres, n'oublions pas que les moteurs ne fonctionnaient pas, tout a refroidi. Ça a suffi pour que les cendres se détachent, ce qui a permis au moteur de redémarrer. Maintenant, il fallait atterrir au plus vite. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We seem to have overcome that problem and have managed to start all the engines. We are diverting to Jakarta and expect to land in about 15 minutes. Le vol 009 de British Airways atterrit sans encombre et tous les passagers sont sains et saufs. Une importante leçon se dégage de l'incident. On a énormément appris et ces connaissances ont été mises à profit pour l'entraînement des pilotes. Ils savent maintenant reconnaître les signes d'un nuage de cendres. Après l'atterrissage d'urgence du vol 009 de British Airways à Jakarta, une meilleure communication s'est établie entre les géologues qui observent les volcans et les pilotes qui doivent éviter les nuages de cendres. Le jour, les nuages de cendres sont parfaitement visibles. Mais à la nuit tombée, les pilotes se fient à leur radar de bord, qui ne détecte pas les cendres volcaniques. Anything on the radar? No. Ils ne peuvent pas les repérer et ils risquent malheureusement de voler au beau milieu d'un nuage de cendres. Aujourd'hui, les météorologues ont été contraints de fermer l'espace aérien en raison d'orages violents et de nuages de cendres. Mais le ciel se dégage sur la côte est et la poussière volcanique commence à se dissiper. On ne peut jamais relâcher notre attention et se détendre les pieds sur le bureau. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un nouvel orage qui menace d'éclater. On reste constamment sur le qui-vive. La prochaine tempête apparaît peu à peu sur les écrans radars. Dans la région de Seattle, les pilotes signalent de fortes turbulences. On surveille deux systèmes dans l'ouest du pays. Un au-dessus du centre de la Californie et un autre légèrement plus puissant au-dessus des États de Washington et de l'Oregon qui vient du large. C'est ce qu'on surveillera au cours des 36 prochaines heures. Plus de 1 million de passagers sont montés à bord d'un avion en cette journée orageuse de décembre. Certains vols ont été retardés, mais le mauvais temps n'a pas causé le moindre incident. Voilà ce que souhaitent les météorologues au quotidien. Dans un monde idéal, on n'aurait jamais de nuages ou de mauvais temps. Le ciel serait toujours dégagé pour les pilotes. Notre responsabilité est d'assurer la sécurité de la population. Et quand le devoir nous appelle, on est prêt. On récupère après une dure journée et on se prépare pour le lendemain.